Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bonjour, mon nom est Philippe Maupas, je suis membre de CFA Society France et de CFA Institute depuis 2007. Je dirige le comité communication de CFA Society France et je suis l'un des hôtes du podcast Exchange. Je m'intéresse au futur de la finance, dont j'essaie de dessiner les contours avec des professionnels du secteur. À ce titre, j'ai l'immense plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Romain Burnand de Moneta Asset Management. Quand je l'ai invité, Romain m'a en substance répondu que le futur de la finance, ça n'était pas lui. Je lui ai répondu en substance qu'il n'y avait personne de plus qualifié pour réfléchir à l'avenir qu'un professionnel de la gestion d'actifs aussi expérimenté que lui. J'ai dû être convaincant car il est là aujourd'hui. Romain Burnand, bonjour et bienvenue dans Exchange. Bonjour Philippe, oui je suis là. Romain Burnand, vous êtes diplômé de l'ESSEC, titulaire du DECF et membre de la SFAF. Vous débutez votre carrière chez Ernst & Young en 1984. En 1988, vous devenez analyste financier et travaillez chez Mescart-Roussel puis chez Cholet-Dupont. En 1993, vous partez à Londres chez Paribas et rejoignez JP Morgan en 1999. Vous êtes saisi par le virus de l'entrepreneuriat, vous rentrez en 2003 à Paris pour créer Moneta Asset Management, une société indépendante de gestion de fonds actions qui appartient à 100% à ses dirigeants et ses salariés. Moneta gérait au 31 décembre 2023 plus de 3 milliards d'euros répartis sur 6 fonds actions, Moneta Micro-entreprise, Moneta Multicap, Moneta Long Short, MME 2026, 2027 et 2028. Romain Burnand, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter un prestigieux groupe international à Londres pour les aléas de l'entrepreneuriat à Paris ? Bonne question, longue. En fait, j'ai pas été pris par le virus de l'entrepreneuriat, j'ai été pris très jeune par le virus de la bourse. Donc, je me suis intéressé à la bourse à un âge où les gens jouaient au football, en amateur, où les gens passaient peut-être leur BPC. Je sais pas pourquoi, mes parents étaient profs d'histoire à l'université. Mais on recevait ce qui s'appelle la vie financière à l'époque. Et du coup, je lisais des articles et j'avais peut-être envie aussi de gagner plus que sur mon livret de caisse d'épargne qui avait été ouvert. Ça s'appelait même la vie française, avant de s'appeler la vie financière. Voilà. Et donc, après mes études, j'ai fait de l'audit parce qu'il n'y avait pas vraiment de manière de s'exprimer en investissement à l'époque, me semble-t-il. Et puis après le petit crack de 87, je me suis dit que finalement la bourse c'était intéressant, il s'est passé des choses qu'on ne comprenait pas toujours, et je suis rentré dans une société de bourse pour être analyste financier, qui était un métier qui correspondait à une forme de réflexion sans être un trader. C'est vrai que le métier d'analyste m'a beaucoup plu, c'est un métier qui est on est très libre de son temps, il faut chercher des choses, il faut creuser. Il y a une partie recherche qui m'intéressait beaucoup, une petite partie marketing qui s'est développée, qui est devenue quand même assez abondante. Après, il y a eu les classements, il a fallu être ranké, je m'étais pris au jeu du ranking. Et donc, c'est vrai que je suis passé d'une société de bourse très, très bien gérée, Cholet-Dupont en France, à Paribas à Londres, changement de culture. Après, quand Paribas a été repris par BNP, j'ai préféré changer et aller à JP Morgan. Nouveau changement de culture. Chaque fois, j'ai dû réapprendre mon métier, des nouveaux clients, des nouvelles manières de travailler. Et c'est vrai qu'au bout de 15 ans, j'avais eu beaucoup de satisfaction dans mon métier. Mais le virus de la bourse m'a repris. Et cette fois, d'arrêter d'aller voir les gérants du monde entier pour leur parler de mes braves banques, puisque c'était ma spécialité, le secteur bancaire, pour finalement refaire moi-même ce que je conseillais aux autres de faire, mais pas le faire sur le secteur bancaire, qui est un secteur très compliqué, où il se passe des tas de choses. Dès qu'il y a une grippe dans un pays, ça se propage à l'ensemble du secteur bancaire, même si, bien sûr, la grippe parfois disparaît d'elle-même. Donc on a des tas de crises, on est internet. Donc mon idée, c'était de faire ce que j'avais toujours fait, mais à titre semi-professionnel, donc gérer un portefeuille de petites valeurs boursières. J'ai jamais eu de problème chez Paribas ou chez JP Morgan pour gérer des valeurs qui ne seraient jamais clientes de ces institutions.
Je me souviens, mon chef, je lui ai envoyé un mail, j'aimerais acheter telle petite valeur inconnue. Il me répondit tout de suite oui, bien sûr. Et j'ai voulu en faire une profession. Mais c'était pas du tout le virus de l'entrepreneuriat, c'était plus de m'installer à mon compte pour être tranquille et gérer des petites valeurs. En France, parce que c'était moins cher, on avait un appartement en France, les loyers en France sont beaucoup moins chers pour les bureaux, c'est plus souple, c'était mon élément. Et donc on a commencé de manière très modeste, à 3, on gérait quelques millions d'euros de notre argent et de l'argent éventuellement d'amis, mais qui est venu plutôt plus tard, et on avait un loyer de bureau, on se louait un bureau à une société internet qui a eu quelques problèmes, c'était en 2003, notre loyer de bureau annuel c'était 10 000 euros. Comment l'écosystème de la gestion d'actifs s'est-il développé en France depuis la création de Moneta il y a plus de 20 ans ? Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup de sociétés de gestion indépendantes. La création de sociétés de gestion à Paris n'était pas du tout un acte de bravoure, hein. C'était quelque chose qui existait, qui était très facile à faire. Et j'avais connu à Londres les hedge funds, où des gens se mettent à leur compte d'une certaine manière pour créer Donc Moneta à Paris, c'était un peu l'idée d'un hedge fund de gestion active sur des sociétés, sauf que le hedge fund n'était pas possible en France parce que la réglementation ne l'autorisait pas encore. Donc on a créé une société de gestion normale, de gestion fondamentale action, centrée sur les petites valeurs. Et on avait petits gérants, débutants, petites valeurs, petites sociétés de gestion. Ça paraissait cohérent pour nos clients. Sur le site internet de Moneta, on peut lire ceci, ouvrez les guillemets, la valorisation et la gouvernance font partie des critères clés dans notre appréciation des sociétés. C'est pour cela que nous passons l'essentiel de notre temps à les étudier, fermez les guillemets. Avant même que le prisme de l'ESG ne devienne omniprésent, Moneta avait identifié le G comme une dimension essentielle. Vous n'hésitez pas à faire valoir vos droits d'actionnaire minoritaire quand vous estimez qu'ils ne sont pas respectés. Comment a évolué la gouvernance des sociétés cotées, notamment françaises, depuis que vous avez débuté votre carrière ? Alors la gouvernance, c'est très important depuis toujours. Je veux dire, Warren Buffett, il dit il faut que les gens soient correctement incentivés et motivés, qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient énergiques. Et donc la gouvernance, c'est un peu ça. Il y a un aspect qui n'est pas lié à très fondamental de l'investissement, de savoir avec qui on investit, à qui on fait confiance quand on investit en bourse, parce que les pouvoirs de l'actionnaire minoritaire sont limités. Et c'est vrai que la question de la gouvernance ne m'intéressait pas du tout comme analyste financier. Quand j'allais voir mes clients, c'est vrai, on parlait très peu de gouvernance, alors pourtant ça pouvait avoir une importance dans les banques, mais c'était pas du tout la préoccupation. Quand vous êtes investisseur dans des petites sociétés, la gouvernance est tout de suite très importante. Et notamment, ce qui a fait le déclencheur chez nous, c'est une opération sur Buffalo Grill, où le fonds Colony, avec le fondateur, se proposait de sortir Buffalo Grill de bourse. Le cours devait être à 16-17 euros. Ils offraient 20 euros. C'était un cours qui paraissait pas très suffisant, mais surtout le rapport de l'expert indépendant de l'époque, qui était un cabinet très bien installé, je crois que c'était Ricol Lasteri, je pensais que 20 euros c'était un prix qui était suffisant. Il disait que de toute façon la valeur de l'immobilier n'avait pas d'importance parce que c'était l'immobilier d'exploitation. Tout le monde sait que Colony à l'époque, qui était le repreneur potentiel, s'intéressait d'abord à l'immobilier. Et donc 20 euros m'a paru faible. J'ai réussi à convaincre l'AMF que c'était pas une évaluation qui était, ce qui est rare, l'AMF ne se laisse pas convaincre, et donc l'AMF a dit ok pour l'OP à 20 euros, mais pas pour le retrait de la cote à 20 euros. Et ça a été important pour nous, parce que 18 mois après, la valorisation, on a eu un dividende exceptionnel, bref, on a une offre de sortie de cote, la valorisation était montée à 52 euros. Et donc j'ai remercié l'AMF d'avoir fait œuvre de lucidité et de la montrer, puisque effectivement ça valait pas 20 euros. En un an et demi, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Peut-être l'environnement était un peu plus porteur. On passe de 2006 à 2007 éventuellement, mais ça ne justifie pas de doubler, faire fois 2,5. Et dans la finance, c'est ça. Il y avait un expert pour justifier 52 euros. L'expert qui avait justifié 20 euros, il avait fait son travail à l'époque. Personne ne l'a remis en cause. Les banques arrivent, Colony arrive. La finance, voilà, il faut essayer. Et si ça passe, ça marche. Si c'était tout parti à 20 euros, on aurait vendu à 20 euros, on n'aurait jamais su que ça valait beaucoup, beaucoup plus cher. Là, voilà, c'est parti à 5. Donc voilà, ça c'est important. Il faut aller au-delà des apparences. Il faut savoir que le monde financier ne travaille pas forcément pour l'investisseur.
les banquiers, les avocats, les cabinets de conseil gagnent beaucoup plus d'argent vis-à-vis des émetteurs que vis-à-vis des investisseurs que nous sommes. Et donc, il faut bien savoir que si ce n'est pas nous qui défendons nos intérêts, personne ne le fera à notre place. Et donc, bien sûr, s'intéresser à la gouvernance en amont, ça évite de tomber dans des sujets tels que celui-là. Mais aussi, parfois, dans des opérations qui sont un peu limites, finalement intervenir et dire je regarde même pas l'évaluation, je trouve que c'est insuffisant, j'en rachète des actions, on propose, il y a de la liquidité à ces moments-là, et on attend le deuxième tour, pourquoi pas. Je veux dire, il faut être un actionnaire mobile, agile, et pas rentrer dans une forme de système, rester indépendant d'esprit, et indépendant bien sûr de toute pression, ce qu'on est quand on est à son compte comme gestionnaire. Donc la gouvernance a évolué, elle a évolué, mais il faut toujours être très attentif, parce qu'elle évolue surtout, bien sûr, des règles, et sont des règles qui sont des règles, comme dans tous les sujets, qui sont des règles formelles. Par exemple, l'indépendance des administrateurs, c'est quelque chose qui est effectivement, en théorie, très important, mais un administrateur qui est indépendant, il faut qu'il ait la force d'être indépendant, il faut qu'il ait la capacité d'être indépendant, il faut qu'il ait le caractère pour le faire. Donc, par exemple, quand parfois nous rencontrons des administrateurs indépendants, on trouve qu'ils ne sont pas indépendants, même s'ils le sont formellement, et ça, c'est quelque chose de très important, et il n'y a qu'un analyste fondamental qui connaît bien les valeurs, qui a le temps à passer pour évaluer ces critères-là, qui sont des critères souvent subjectifs, et qui doivent se faire une opinion. Alors qu'un cabinet externe qui note l'indépendance, il verra, n'a pas été salarié, il est indépendant, il ne pourra jamais dire « Monsieur Machin ne me paraît pas apte à faire cette fonction », parce que on rentre dans le subjectif. Et dans tout le travail en fait de recherche fondamentale, ESG ou autre, il faut aller au fond des choses et pas rester à la surface des apparences. On va justement parler de ESG. Le gouvernement français et l'Union européenne incitent via la législation et la réglementation les institutions financières dont font partie les sociétés de gestion à être des acteurs de la lutte contre le changement climatique. Les sociétés de gestion ont-elles un rôle à jouer en la matière? Et comment, chez Moneta, abordez-vous l'ESG? On ne va pas parler de gouvernance puisque vous venez de le faire très bien. Alors, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on présente l'ESG comme étant quelque chose de nouveau, alors que c'est quelque chose de l'environnement des sociétés, la manière dont elles travaillent, la culture d'entreprise, sont des mots très traditionnels qu'on peut retrouver dans l'analyse de la satisfaction du turnover des salariés, dans l'analyse des accidents du travail. Voilà. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de dire l'analyse fondamentale, c'est l'analyse financière, et tout ce qui n'est pas financier, tout ce qui concerne l'environnement, parce que c'est totalement faux. L'environnement fait toujours partie de l'analyse d'une société. Donc nos analystes, chez Moneta, on est une équipe d'une 15-16 analystes. On a en charge l'analyse fondamentale des sociétés, dans toutes ses composantes, qu'elles soient bien sûr l'analyse des comptes, simulation, prévision des résultats, mais aussi analyse des risques ou des opportunités liées au changement climatique, à la culture de l'entreprise, mais aussi à la manière dont elle peut traiter ses parties prenantes, dont ses clients, dont ses salariés, qui a toujours un impact à long terme sur la trajectoire de la société. Donc on a une approche qui est intégrée. Alors bien sûr, on a un référent ESG, qui est un analyste financier qui a 8 ans d'expérience chez nous. On a 2 personnes spécialistes sur des sujets qui nécessitent, notamment réglementaires, parce que la réglementation est très complexe, c'est une réglementation foisonnante, qui va, j'espère, et j'en suis sûr, un jour se simplifier pour aller droit à l'essentiel et à l'essence des choses. Et on s'apercevra peut-être que finalement, l'analyse financière, l'analyse fondamentale joue de toute façon un rôle dans l'ESG, dans la sélection des valeurs, et que c'est bien d'avoir noté les risques climatiques, le risque effectivement d'être dans des secteurs qui devront peut-être évoluer plus rapidement que ce que l'on pensait qu'on n'avait pas conscience du réchauffement climatique, mais l'ESG doit faire partie prenante de l'analyse fondamentale que nous faisons de manière traditionnelle. Et je dirais, si je peux compléter, la même manière que nous faisons nous-mêmes nos prévisions de résultats, nous notons nous-mêmes les critères ESG des sociétés. Car un analyste pourrait très bien se baser sur les prévisions du consensus, mais la manière essayer de faire mieux que le marché, c'est d'avoir ses propres prévisions et de voir là où le consensus est trop optimiste, trop pessimiste. De la même manière, acheter des données ESG telles quelles et utiliser une note telle quelle, c'est pas une approche ESG pour nous. C'est une approche qui est effectivement facile,
les différents cabinets d'analyse ESG ne sont pas de toute façon d'accord sur les notations des sociétés. Donc il faut notre propre idée, et à nouveau, au-delà des conventions, au-delà, sans naïveté, avec une approche, et qui de mieux que l'analyste et l'investisseur qui suit de près les sociétés cotées, pour aller droit au directeur général ou au directeur financier et poser des questions, plutôt que d'avoir 2 centres de recherche qui ne se parlent pas, avec des avis éventuellement différents. L'analyste ESG disant c'est pas investissable, et l'analyste financier non ESG, enfin spécialiste, qui dirait dans ce cas-là, ah ben oui, mais c'est quand même intéressant. Romain Burnand, Moneta Asset Management est un gérant fondamental, actif, très attaché à la valorisation. Face à la montée en puissance de la gestion indicielle à bas coût, d'une part, et au développement des stratégies investissant dans des actifs non cotés, d'autre part, quel est l'avenir de la gestion active sur des actifs cotés? Alors notre univers se rétrécit. Alors les sociétés cotées, il y a de plus en plus bien sûr d'intérêt pour le non coté. On pense que les sociétés cotées ont un grand intérêt par rapport aux fonds de private equity, mais c'est peut-être pas le sujet de votre question. Il y a de plus en plus d'actifs non cotés aussi, le crédit et compagnie. C'est une classe d'actifs qui peut être gérée de manière professionnelle en n'étant pas coté, pourquoi pas. Il y aura toujours, bien sûr, notre marché se rétrécit parce que la gestion passive est une gestion qui est performante dans la durée. Grâce à ces coûts qui sont faibles. Bon, je pense qu'il y aura toujours besoin d'acteurs pour fixer les prix. Et c'est vrai qu'on a quand même l'avantage en gestion active de pouvoir déceler des valeurs qui ont un avenir et d'éviter d'investir dans des valeurs qui sont très consensuelles et qui sont déjà très chères. Alors bien sûr, le développement de la gestion passive continue à alimenter des valorisations relativement élevées pour des valeurs très larges ou des méga caps très liquides. Mais il y a toujours un retour de bâton, on l'a toujours connu dans toutes les phases de marché. Un jour, on sera mieux rémunéré ou mieux récompensé en termes de performance pour trouver la valeur d'avenir d'un secteur qui n'est pas nécessairement connu, d'un secteur qui est nouveau, comme on l'a fait depuis des décennies en tant que canaliste financier. Les marchés financiers les plus développés, les plus dominants, les plus performants sont aux États-Unis depuis des décennies. Aux États-Unis, justement, le nombre de sociétés cotées est en baisse assez importante depuis 2000. La bourse, c'est devenu ringard? La bourse a toujours été ringard. Quand j'ai créé le club de bourse à l'ESSEC, c'était en 1980, et juste avant l'élection de François Mitterrand. Mais ça intéressait quand même des gens. Voilà, et c'est ringard, mais finalement l'élection de Mitterrand, qui était crainte par tout le monde, ça a donné lieu au Big Bang, aux déréglementations, au développement des marchés financiers en France, après le Big Bang à Londres. Donc oui, la bourse c'est ringard en ce moment. Les gens préfèrent le private equity, par exemple, qui reste quand même limité en termes d'encours, parce qu'on a l'impression de participer à la vie de l'entreprise, de la changer. C'est être un peu arrogant de penser qu'on peut changer. Nous, on fait confiance à des dirigeants, parfois des fondateurs, qui ont développé leur entreprise avec leurs propres idées, leurs propres manières, leurs propres instincts. On donne très peu de conseils en fait aux dirigeants dans lesquels on est investi. Quand ils dépassent la ligne rouge, bien sûr, on les interpelle, on les rencontre régulièrement pour comprendre ce qu'ils font. Mais je pense que on est 15 analystes, comme je l'ai dit chez Moneta. On étudie environ 200 valeurs parce que chaque valeur mérite beaucoup de temps pour l'étudier sur toutes ses facettes. Qu'il y ait 2000 ou 1000 sociétés cotées en Europe, ça nous est égal parce que de toute façon, le jugement est beaucoup trop important pour nous. Et ce qui compte, c'est de focaliser sur les bons sujets, de très bien connaître les entreprises pour réussir à avoir une vue différente de celle du consensus, ce qui n'est pas aisé, et l'exprimer dans les portefeuilles. Moneta, c'est un spécialiste des valeurs françaises et européennes. Le manque d'attractivité de la plupart des places boursières aux États-Unis pour les introductions en bourse vous préoccupe-t-il? Pas vraiment. Il y a beaucoup il y a beaucoup de sociétés cotées que nous ne connaissons même pas. On n'est pas toujours obligé d'avoir des nouvelles sociétés qui s'introduisent en bourse. Aujourd'hui, la valorisation des sociétés cotées est bien inférieure à la valorisation des sociétés non cotées, échangées par les fonds de private equity. Donc les fonds de private equity ont plutôt tendance à acheter des sociétés cotées qu'à les introduire en bourse. Peut-être qu'à un moment, ils auront plutôt envie de les introduire en bourse
en arrêtant de se les vendre entre eux. C'est pas grave, de toute façon il y a des milliers de sociétés, notre terrain de jeu est extrêmement vaste et nous n'en abordons qu'une petite partie. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter quand on est investisseur, il ne faut pas s'inquiéter des grandes idées du monde. Je veux dire, il faut comprendre ce qui se passe, mais notre boulot c'est de trouver des valeurs qui sont décotées, que les gens n'ont pas encore trouvées, et de les exprimer dans notre portefeuille. Le reste c'est de la politique. Chez Moneta, il y a entre 13 et 15 analystes financiers et gérants de portefeuille de tous âges et tous niveaux d'expérience. Donc vous recrutez régulièrement. Quelles connaissances, ce qu'on va appeler les hard skills, et quelles compétences, ce qu'on va appeler les soft skills, vous semblent nécessaires pour être un bon analyste financier ou un bon gérant de portefeuille aujourd'hui? Alors dans les hard skills, bien sûr, il faut savoir gérer les données. On a de plus en plus de données. Quand j'ai commencé comme analyste, Excel n'existait pas, c'était le tout début des tableurs. On avait très peu de données. Il y avait très peu de données de comptabilité analytique dans les rapports annuels. Les sociétés donnaient très peu de données dans leur présentation aux analystes quand il y en avait. C'était vraiment des slides de 15 pages, des agrégats très, très sommaires. Donc les règles de 3 suffisaient. Ceci dit, c'était quand même bien d'avoir un tableur pour faire un lien entre le compte de résultat et le bilan. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est vrai que le tableur a disrupté l'analyse financière d'avant-tableur, mais a poussé une augmentation du nombre de données disponibles énorme, des demandes de plus en plus précises, des segmentations. Tout ça, c'est très intéressant. Tout ça fait des données intéressantes qu'il faut exploiter. Et maintenant, la maîtrise de la gestion des données est quelque chose de très essentiel. La capacité à aller chercher des données dans des endroits où elles se trouvent, à scraper des sites internet, d'évolution par exemple des effectifs. C'est d'une capacité qu'on a développée chez Moneta qui est importante. Donc la capacité à savoir le faire, savoir programmer est devenue extrêmement importante. Dans les soft skills, je pense qu'il faut pouvoir prendre de la distance. Donc bien sûr la distance ça vient avec l'expérience, mais ça vient aussi avec la compréhension du monde. La compréhension du monde, ça nécessite de s'intéresser à beaucoup de choses. Ça nécessite de s'intéresser aux évolutions économiques, sociologiques. Ça nécessite aussi d'avoir une bonne connaissance de l'histoire, au moins l'histoire économique, mais pourquoi pas avant. Donc d'avoir une vraie compréhension des choses et d'être capable de prendre une distance historique par rapport aux choses. Mais la vraie qualité en fait qu'on recommande, parce que comme vous l'avez dit Philippe, c'est un métier difficile, c'est un métier où il faut en permanence s'adapter, c'est la passion. Parce qu'on peut être intelligent, on peut être très bien formé. On est dans un monde où il y a beaucoup de subjectifs et où c'est la passion qui doit faire supporter le fait parfois d'avoir tort, ce qui est assez pénible, surtout qu'on a beaucoup travaillé sur un sujet. C'est la passion qui permet aussi d'ouvrir les yeux en se disant j'ai tort et je dois changer d'avis au lieu de m'obstiner. C'est la passion qui permet de travailler de nombreuses heures sans être trop fatigué ou trop ennuyé par le métier qu'on fait. Donc c'est la qualité première, et c'est vrai quand on embauche des analystes, on aime qu'ils aient une compréhension et déjà une appétence pour l'investissement coté. Vous et moi avons connu dans les années 1980 le système d'enseignement supérieur de l'époque, antérieur à l'introduction du système licence, master, doctorat. La part de la finance n'était pas très développée, si ce n'est dans les écoles de commerce à l'époque. Aujourd'hui, on a une explosion du nombre de formations, de masters qui soient dispensés à l'université, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, une explosion relative du nombre de certifications. Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité du système d'enseignement supérieur de la finance ? On a trouvé de bons éléments. Ce qui est difficile de trouver, c'est des gens qui s'intéressent vraiment à l'investissement en action, l'investissement fondamental. Ce qu'on n'apprend pas à l'école, ça. Alors, ce qu'on apprend, certains l'apprennent. Il y a la passion, ça s'apprend pas à l'école. La passion, ça s'apprend pas à l'école. Oui, mais l'investissement en action, ça, effectivement, c'est un tout petit. Beaucoup veulent faire des fusions-acquisitions, beaucoup veulent faire du private equity. Le côté, c'est une culture un peu différente, mais on a toujours trouvé des passionnés. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on... Et puis après, les gens peuvent aussi se passionner en connaissant le métier. Donc, après, c'est normal d'avoir une éducation qui est assez vaste et vous voyez, avoir appris du marketing, avoir appris de la gestion de ressources humaines dans une école diversifiée, avoir appris des techniques, c'est bien, mais les théories sont bien parce qu'elles restent. Et après, l'apprentissage sur le terrain se fait naturellement et c'est pas non plus très compliqué.
À partir du moment où on a les outils pour gérer les données, c'est pas très compliqué de rentrer dans le vif du sujet, d'apprendre avec des gens plus aînés et de se faire son propre parcours et ses propres convictions. Romain Burnand, mais au fait, avec l'intelligence artificielle, a-t-on encore besoin de gérants fondamentaux ? Alors j'espère que nous réussirons à utiliser l'intelligence artificielle pour alléger notre tâche, gérer les données, choisir les bonnes données, avoir des synthèses et surtout l'utiliser avec des données ou des sources qui nous paraissent fiables, faire des synthèses de dossiers de manière plus rapide. Pourquoi pas ? Je veux dire, on a, grâce notamment aux recherches qu'on peut faire sur Internet, un accès incroyable à l'information. Si quelqu'un peut, pour nous, l'utiliser, faire du sens et être pertinent, j'espère qu'on aura toujours le dernier mot. En tout cas, on utilisera l'intelligence artificielle. Romain Burnand, pour conclure, avez-vous une recommandation de livres, de films, de séries, de pièces de théâtre, d'expositions, d'albums, de podcasts que vous auriez lu, vu ou écouté récemment ? Alors, oui, on a parlé de ESG. Si on veut comprendre la biodiversité, il faut regarder par soi-même. Il y a un livre qui a existé, La vie secrète des arbres, qui a eu un grand succès, qui est maintenant sous forme de BD. J'ai lu le livre, je suis en train de lire la BD, c'est passionnant. Vous comprenez la biodiversité de l'intérieur. Après, sur les livres, et pour rester dans le sujet de l'évolution de la gestion, il y a un livre qui a eu un bon succès, mais il y a 10 ans, qui s'appelle Mormones and God, qui est écrit par un journaliste qui a bien compris comment fonctionnaient les différences. C'est l'histoire des hedge funds, à partir des années 60, ça s'arrête en 2010, mais c'est pas grave. On montre les générations de hedge funds qui chaque fois, mais pour moi hedge fund c'est une forme de gestion active ou quantitative, qui ont chaque fois trouvé une manière de créer de la différence, soit en utilisant certaines technologies, soit en sourçant des données que les gens n'avaient pas l'habitude de sourcer, soit en étant très agressif dans l'analyse fondamentale, comme le faisaient les fonds Tiger, soit par des méthodes quantitatives et des algorithmes qu'ils avaient développés en avance par rapport aux autres. Donc c'est vrai, c'est un livre qui est très intéressant parce que c'est des fresques, des successions de descriptions d'une 15-20 de pages de ce qui a fait le succès et après éventuellement la disparition de ces hedge funds qui ont été certainement très prospères. Et ça permet à tout le monde de bien comprendre ce que c'est que vraiment avoir un atout, un hedge quand on fait de l'investissement. C'est-à-dire il faut trouver quelque chose que les gens n'ont pas trouvé. Pour le trouver, il faut le chercher, il faut avoir la foi et il faut être imaginatif, il faut sortir des sentiers battus. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Donc c'est cet état d'esprit qui ne s'apprend pas, mais on peut le toucher du doigt en lisant ce livre-là. More Money Than God, c'est un livre que j'ai également lu, que j'ai adoré, de Sébastien Malaby. Je crois qu'il a été traduit en français sous le titre « Plus riche que Dieu ». Et incidemment, Sébastien Malaby a publié il y a 1 an ou 2 un livre tout aussi remarquable sur l'histoire du private equity qui s'appelle The Power Law. Romain Burnand, un immense merci pour votre participation au podcast Exchange et merci aux auditeurs et auditrices pour leur écoute. Romain Burnand, merci. Merci Philippe. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.